Tout à l'heure, le président Trump était invité dans l'émission Meet the Press et il parlait de ses conditions pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé aussi important que tout ce qu'il a pu dire auparavant. Ce n'était rien de nouveau. Il a surtout répété beaucoup de choses qu'il dit déjà souvent. Mais il a eu une phrase, je pense, qui illustre très bien pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi cette guerre n'a toujours pas pu être terminée par lui et à quel point on peut espérer qu'il prenne de bonnes décisions à l'avenir. Barack Hussein Obama a signé le JCPOA. C'était un accord horrible. Horrible, écoutez-moi bien. C'était un accord horrible. C'était un chemin tout tracé pour qu'ils obtiennent une arme nucléaire. Ils étaient très proches d'en avoir une. Moi, j'ai mis fin à cet accord. Attendez. Ensuite, j'ai envoyé les bombardiers B-2, il y a environ 9 ou 10 mois, et ils ont complètement détruit le site. Totalement. Et j'ai sauvé la situation. On avait un choix. On pouvait les laisser avoir une arme nucléaire, ou on pouvait avancer et vivre des jours magnifiques. Mais eux, vous savez, c'est une question de jugement. Ils auraient utilisé cette arme nucléaire. Et vous savez quoi? Quand les gens entendent tout ce scénario, quand ils m'entendent dire que l'Iran va avoir une arme nucléaire et qu'ils sont fous, ils me disent que je fais ce qu'il faut. Je ne pense pas que ce soit Enfin, vous allez faire des sondages parce qu'ils sont tous faux, de toute façon, surtout les vôtres. Mais vous faites des sondages. Je viens de gagner une grande élection. Et si j'ai gagné cette élection, c'est parce que les gens ont confiance et qu'ils ont du bon sens. Wow, vous avez du bon sens. Enfin, regardons un peu tout ça dans l'ordre. Barack Hussein Obama, il adore utiliser ce nom complet parce qu'il aime se rattacher d'une manière ou d'une autre à tout ce qui touche de près ou de loin à l'islam. C'est l'une de ses tactiques habituelles. Il ne rate jamais une occasion de le faire. Mais il dit, écoutez, sans moi, il y aurait eu une arme nucléaire. Il a dit que cet accord avait mis l'Iran sur la voie de l'arme nucléaire. Et je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important de le rappeler ici. Surtout quand il affirme « Faites confiance à mon jugement ». Parce que c'est grâce à mon jugement que les gens ont voté pour moi. Cet accord était clairement faux. Factuellement, sans discussion possible, c'était le plus grand frein à l'obtention d'une arme nucléaire par l'Iran qu'on ait jamais eu en 43 ou 44 ans, je crois, avant ce moment-là. Et si cet accord était resté en vigueur, si nous ne l'avions pas arrêté, s'il ne s'en était pas retiré, il aurait presque certainement continué, parce que l'Iran avait toutes les raisons de respecter les termes de cet accord. Et ces termes étaient très contraignants pour l'Iran, justement pour l'empêcher d'obtenir une arme nucléaire. Il nous donnait aussi une présence sur le terrain pour vérifier que cela ne se produisait pas, ainsi que des mécanismes pour corriger toute violation. Ce qui d'ailleurs s'est produit pendant, je dirais, les 3 premières années où l'accord était en place. Et cela nous donnait une coalition d'autres pays capables, eux aussi, d'apporter des avantages ou des sanctions à l'Iran s'il violait l'accord et ne corrigeait pas la situation. Tout était en place pour garantir qu'il n'y aurait jamais d'armes nucléaires. Mais il faut comprendre une chose. Il y a des gens, aux États-Unis et surtout en Israël, qui ne voulaient pas que l'Iran respecte les termes de l'accord et continue simplement d'exister comme pays. Ils voulaient le détruire. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû faire semblant de ne pas vouloir s'y conformer. Et maintenant, on assiste à une réécriture complète de l'histoire. J'ai déjà utilisé cette comparaison, mais c'est un peu comme si je tenais ça devant vous et que je vous disais, avec conviction, ceci est un verre de vin. Vous pouvez voir à travers le verre transparent, la belle couleur. C'est vraiment agréable. Et vous regardez ça, c'est vide, il n'y a rien dedans. Ce n'est clairement pas du verre. Mais non, faites-moi confiance, c'en est un. Croyez-moi, c'est un verre de vin. Trust my judgment. This is a glass of wine. And you have to just completely
Et il faut vraiment se bander les yeux pour ne pas le voir. Bon, ça a continué comme ça. Ensuite, il a aussi dit, écoutez, j'avais pas le choix. En 2025, on a dû intervenir pour le détruire. Sinon, ils auraient eu une arme nucléaire et ils s'en seraient servis. Cette logique, cette histoire, elle continue. Mais tout ça, c'est de la fiction. Pendant toutes ces années, jusqu'à, je dirais, 46 ans avant 2025, il n'avait jamais eu d'armes nucléaires. Et depuis 2003, il n'avait même plus de programme de recherche dans ce domaine. En plus, il y avait une fatwa interdisant d'en développer une. Donc, sous toutes les formes possibles, ils ont clairement et à plusieurs reprises affirmé qu'ils n'avaient aucune intention de fabriquer une arme nucléaire. Très bien, ne leur faites pas confiance. Ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent, mais croyez les services de renseignement américains, même israéliens, occidentaux et d'autres encore. Tout le monde était d'accord. Unis, unissent, pas un consensus. Unis, qu'ils n'avaient pas de programme d'armes nucléaires et qu'ils n'avaient pas pris la décision d'en avoir un quand nous avons attaqué en 2025. Et encore une fois, cette année, avant notre attaque en mars, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a confirmé que rien n'avait changé. Il n'en avait toujours pas. Les installations avaient été gravement endommagées, peut-être pas complètement détruites, mais la surface était clairement ensevelie sous les décombres. Aucun doute là-dessus. Et il n'avait toujours pas décidé d'en développer un. Donc il n'y avait absolument aucune justification pour y aller. Mais, vous voyez, il continue de répéter encore et encore, oui, ils auraient eu une arme nucléaire et ils l'auraient utilisée. Tout ça, c'est du contrefactuel. Oui, c'est bien lui qui a pris la décision d'entrer en guerre alors que ce n'était pas nécessaire, en 2025. Et encore une fois, cette fois en 2026, c'est lui qui a lancé celle-là. Tu gardes vraiment espoir que son jugement va nous mener à la fin de ce conflit? Il n'y a absolument aucune preuve, ni même un espoir raisonnable qu'il va trouver une bonne issue. Et pourtant, il y en a eu, des occasions. J'en ai parlé. Il y a eu l'option de se retirer, il y a eu celle de trouver un accord sur un point commun. On peut lui donner la forme qu'on veut, mais il y a eu des sorties possibles. Mais comme tu vas le voir, il y a eu aussi des pressions supplémentaires qui l'ont poussé à faire le contraire. Hier, un conseiller militaire du Guide suprême a donné une interview à CNN. On lui a demandé ce qu'il faudrait pour mettre fin à tout ça. Et encore une fois, il a souligné qu'il y a 2 ou 3 choses que les États-Unis pourraient faire. Monsieur Trump doit prendre ses décisions de manière indépendante vis-à-vis d'Israël. Il doit accorder ce qui revient de droit au peuple iranien, lever le blocus et libérer nos avoirs gelés. Cela pourrait ouvrir un nouvel horizon pour l'avenir de l'Iran et des États-Unis. C'est pourquoi Trump doit mettre de côté ses intérêts personnels et penser à ceux du peuple américain. S'il en a le courage, beaucoup de problèmes pourront être résolus à l'avenir. D'accord. Alors, il y a 3 questions vraiment centrales. Il y en a d'autres, bien sûr, mais 3 sont absolument essentielles pour mettre fin à cette guerre. Il en a d'ailleurs mentionné 2 à l'instant. La première, c'est que le blocus américain doit être levé. Et la deuxième, c'est que les avoirs iraniens gelés doivent être libérés. Il demande la totalité des 24 milliards de dollars. Le président Trump s'est opposé à beaucoup de ces mesures, mais il dit clairement que si on fait ces 2 choses-là, on a une base pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, à cause des mensonges qu'on a tenus pendant les démarches diplomatiques en 2025, puis à nouveau en 2026, en prétendant chercher une solution diplomatique, alors qu'on les a bombardés en plein milieu de ces discussions. À cause de ça, ils n'ont plus aucune confiance. Pas un peu. Aucune. Et donc, ils ont dit qu'ils restaient prêts à engager la diplomatie. C'est vraiment important de le souligner, parce qu'ils ont tout intérêt à en finir.
Contrairement à ce qu'on prétend, ils ne veulent pas que ça s'éternise. Ils aimeraient régler ça rapidement. Mais ils précisent que cette fois, il faudra poser certaines conditions dès le départ. Ils disent même qu'ils sont prêts à parler de la question nucléaire elle-même. Et pour eux, c'est facile, parce qu'ils ont toujours affirmé ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Donc pour eux, c'est une opportunité facile à saisir. Ils peuvent en tirer beaucoup. Mais ce qu'ils disent, c'est que, d'abord avant même de parler de la question nucléaire, qu'ils placent dans une deuxième phase, la première étape, c'est la levée immédiate des sanctions sur leur système énergétique. Il n'en a pas parlé, mais c'est ce que d'autres responsables ont indiqué. Ensuite, il y a la libération de ces fonds. Ils veulent d'abord pouvoir accéder à leur argent et le blocus doit être levé. Donc, une fois ces mesures prises en premier, qu'ils considèrent comme des gestes de confiance, ils pourront passer à la question nucléaire. Et là encore, c'est quelque chose que le président Trump pourrait présenter comme une victoire. Ce serait un peu léger, mais vous savez, il est vraiment doué pour inventer des choses à partir de rien. Donc, il peut très bien rendre quelque chose qui est en partie vrai et en faire une histoire à laquelle au moins ses partisans vont croire. C'est exactement ce qu'il sait faire. Mais j'ai du mal à l'imaginer le faire vraiment, parce que son jugement est profondément altéré. J'ai dit qu'il y avait deux sujets. L'autre, c'est la question du Liban. Et d'ailleurs, selon le professeur Morandi qu'on a déjà reçu dans l'émission, et selon d'autres responsables iraniens, ils affirment que c'est le sujet numéro 1, le Liban. Ils disent qu'un cessez-le-feu qui mettrait fin à cette guerre ne concerne pas seulement les États-Unis et l'Iran, mais surtout la question plus large de l'Iran et du Hezbollah au Liban. Les deux doivent s'arrêter en même temps. C'est les deux ou rien. Donc il faut y parvenir. Il y a eu une interview avec le président du Liban. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu beaucoup de négociations entre Israël et le gouvernement libanais, qui est distinct du Hezbollah. Le Hezbollah fait en quelque sorte partie du gouvernement libanais au niveau parlementaire, mais reste aussi une entité indépendante. C'est pour ainsi dire un État dans l'État. Alors, Israël, voulant soigner son image auprès de la communauté internationale, essaye de trouver un accord négocié. Mais en réalité, il négocie avec le camp qui n'est pas directement dans le conflit. Il ne négocie pas avec le Hezbollah, il négocie avec le Liban. Parce que, pour la plupart des Américains, la différence entre les deux n'est pas claire, et c'est bien là-dessus qu'ils comptent. Alors ils ont fait venir le président en disant « Regardez, on essaye de travailler avec lui ». Le président est donc passé à la télévision pour expliquer à quel point il tenait à voir cette guerre se terminer. Et il a parlé de ces fichus iraniens. Selon lui, il suffirait qu'il fasse juste quelques gestes et on pourrait trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas votre pays. C'est notre pays. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas à vous d'intervenir chez nous. Je rejette totalement cette déclaration parce que notre peuple est tué, nos maisons sont détruites. Ils utilisent le Liban comme monnaie d'échange dans leurs négociations avec les États-Unis. C'est inacceptable. Et ici aussi, le Hezbollah doit le comprendre. Le Hezbollah doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre voie que de s'asseoir et de discuter. Aucune autre façon de ce problème est de sauver ce qui reste, sinon par la négociation et la diplomatie. Donc ce qu'il dit en gros c'est « Écoutez, regardez du côté de l'Iran. Nous ne sommes pas une monnaie d'échange pour vous. Vous ne pouvez pas dire que cette guerre va se terminer quand celle-ci sera finie ailleurs. Il va falloir venir à la table des négociations. C'est un peu étrange même à première vue, parce que l'Iran, lui, vient justement à la table et il essaye de mettre fin à la guerre dans votre pays. Alors, dans une certaine mesure, je peux comprendre. C'est le président du pays.
Et même si cette sorte d'État dans l'État existe depuis des décennies, avec ce problème du Hezbollah, je comprends qu'ils veuillent que la guerre s'arrête. Ça, je le comprends tout à fait. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a publié hier un message sur X disant, en substance, c'est curieux parce que, à écouter M. Araghchi, on aurait presque l'impression que c'est l'Iran qui a occupé un cinquième du Liban, déplacé un quart des Libanais et bombarde son pays tous les jours. Si le Liban avait été une monnaie d'échange pour l'Iran, on aurait conclu un accord depuis longtemps. Sauvez le Liban de votre véritable ennemi, Monsieur le Président. Il ne le précise pas, bien sûr, mais tout le monde sait qu'il parle d'Israël. Qui a envahi le Liban? C'était l'Iran? Non, c'était Israël, l'armée israélienne. Qui bombarde régulièrement? Qui a littéralement rayé des villages entiers de la carte avec ses frappes, les a complètement rasés? C'est Israël. Et pourtant, voilà le président d'un pays détruit par un adversaire étranger qui en accuse un autre. Franchement, ça ne va pas l'aider. Parce que croyez-moi, beaucoup de gens dans son propre pays vont le voir, son pays. Tu défends le pays qui bombarde ton peuple, qui rase tes villages, et tu t'en prends à celui qui essaie vraiment d'aider d'autres Libanais. Ce sont le Hezbollah, oui, mais ce sont des Libanais. Tu n'es peut-être pas d'accord avec eux politiquement, mais ce sont les tiens. Et Israël, lui, essaye de les vaincre et de mettre fin à cette guerre. Ils ont d'ailleurs un certain pouvoir de pression qu'ils essayent d'utiliser. Le gouvernement libanais, lui, n'a pratiquement aucun levier face à Israël. Il ne mettra pas fin à tout ça. Il peut accepter tout ce qu'on lui demande. Israël peut arriver avec un document rédigé à Tel Aviv, lui tendre un stylo et dire « Tiens, signe ici ». Et il le fera, mais ça n'aura aucune valeur. Il peut mettre son nom dessus, ça ne changera absolument rien, parce qu'il n'a aucun levier. Aucun levier sur Israël, aucun levier sur le Hezbollah. On peut le dire clairement. Mais il faut bien comprendre ce qu'on regarde ici. C'est une opération de communication menée par Israël à destination du public américain. C'est eux qu'on veut convaincre, pour donner l'impression, encore une fois, qu'Israël est la partie responsable dans cette affaire. Et tout ce que l'Iran aurait à faire pour ramener la paix, ce serait simplement d'obéir. On voit bien jusqu'où ça peut aller. Je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.